nous sommes dans une situation de blocage. Parce que quand, en ce qui concerne les élections, qui est quand même très important dans une démocratie, quand les différents acteurs ne s'entendent pas, ne se parlent pas, évidemment, il y a un blocage. Il y a un blocage au plan politique. Et du fait, justement, euh, du pouvoir. Parce que leur stratégie, c'est toujours de faire du forcing. Ils l'ont fait du référendum, où à un mois, on a appelé la classe politique à aller faire des consultations. Lors des élections législatives également, ça a été le même procédé. On a évoqué une refonte partielle du fichier électoral qui s'est révélé même être une refonte totale en réalité, à 6 mois des élections. Et ça a été le prétexte qui a été pris pour prendre de court l'opposition, faire du forcing, organiser des élections, évoquer l'urgence, parce que quand à la veille des élections, il y a tout un ensemble de procédures. Il y a des délais, donc on a écourté les délais, ils ont agi seuls pour mettre en place la carte électorale, pour mettre en place le fichier, parce que je rappelle que ce qui avait été retenu lors de l'audience avec le président de la République, c'était d'auditer le fichier avant même avant même d'aller à des élections avec ce fichier-là. Cela n'a pas été respecté. C'est ça. On est dans une situation très, très, très grave où l'opposition a le sentiment que c'est pas à travers les institutions qu'on arrive à régler les problèmes et que il faut un rapport de force. Et justement, cela peut être à l'origine de troubles, comme ça a été le cas dans le passé. Le Sénégal devait dépasser cette situation-là, cette situation-là. Donc, sur le plan politique, il y a un réel problème. Maintenant, évidemment, la question de fond, c'est que fait l'opposition face à cette situation-là. Je pense que l'opposition n'a jamais été aussi divisée. Il y a une initiative que nous avons prise, et je suis membre de cette initiative-là, c'est de créer un front électoral. Il y a un certain nombre de partis, à peu près 14 partis à peu près qui ont signé la déclaration préliminaire. Nous sommes signataires. Mais nous devons aller au-delà, parce que quand même, nous sommes sortis des élections législatives très divisées. On a en face de nous un pouvoir qui est très organisé, qui impose sa volonté. En face, on a une opposition qui est désorganisée, désunie, et qui n'a aucune stratégie de lutte commune pour faire reculer le pouvoir en place. C'est pourquoi nous pensons que la solution aujourd'hui, comme ça a été le cas en 2012, il y a eu les assises, les gens ont eu le sentiment que l'opposition s'est regroupée. Effectivement, ça a été le cas. On a discuté de candidature unique, etc., etc. Donc, il faut qu'on aille vers ça. Aujourd'hui, on ne peut pas vaincre les batailles à venir, la question du fichier, la question électorale, si on n'est pas unis. Aujourd'hui, quand je regardais l'Assemblée nationale l'autre jour avec la levée de l'immunité parlementaire du maire de Dakar, Khalifa Sall, j'avais le cœur meurtri parce que je me suis dit, ceux qui sont là en train de défendre, de se battre becs et ongles pour qu'on ne lève pas son immunité, mais c'est ceux-là même qui n'ont pas été vigilants parce qu'on n'a rien fait pour qu'on soit unis. Si on était parti en rang serré lors de ces élections, si on était unis lors des élections législatives, mais c'est évident qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas de lever l'immunité, on serait majoritaire. Vous regardez vous-même partout au Sénégal, nos deux fronts, Manco et l'autre front gagnante, pratiquement sont majoritaires dans beaucoup de départements. Donc aujourd'hui, il faut faire le bilan des élections législatives. Malheureusement, au niveau de Manco, ça n'a pas toujours été fait. Jusqu'à présent, d'ailleurs, le bilan de ça, pour se rendre compte aujourd'hui que nous avons été à la base de ce qui est en train de se dérouler. À chaque fois, on se disperse au lieu de nous unir. Rappelez-vous de notre fameuse marche
qui a été à la base de l'audience avec le président de la République. Donc, l'opposition, effectivement, a le sentiment que le pouvoir de Macky Sall, du président Macky Sall, ne connaît que les rapports de force. Et que le dialogue, en fait, on l'évoque simplement, c'est du bluff pour donner l'impression qu'on est des démocrates, etc. Mais en fait, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pourquoi l'opposition a l'obligation aujourd'hui de s'unir et de s'entendre sur un programme minimal pour un programme minimal, notamment sur la question électorale, sur la libération, la question de la libération du maire de Dakar, qui est quand même très grave. On ne peut pas aujourd'hui dire, condamner quelqu'un, évoquer, dire qu'il n'a pas d'immunité et revenir pour lever son immunité. Quand même, il y a des choses très graves qui se passent. Une instrumentalisation de la justice par le pouvoir exécutif, c'est très grave. La solution, l'opposition doit se regrouper en vue des échéances futures, doit se regrouper autour de la question du maire Khalifa Sall. J'estime que la bataille qui devait être menée n'a pas été... Les gens sont à la limite amorphes. Qu'est-ce qui est fait pour la libération de Khalifa? Moi, je suis convaincu que ce que le pouvoir ose faire aujourd'hui, le président Macky Sall, il appuie sur l'accélérateur. Tant qu'il ne voit pas de résistance, il va appuyer sur l'accélérateur. Il faut qu'on l'arrête. Et pour l'arrêter, il faut qu'on soit unis. Aujourd'hui, regardez, on lève son immunité au vu de tout le monde. Rien ne bouge, il n'y a rien. Tous les adversaires sont éliminés. Vous regardez Karim, on nous dit oui, mais il est là-bas, il est libre, etc. Mais tout le monde sait que quelqu'un, un prisonnier qu'on sort à minuit, 1h, 2h du matin, qu'on met dans un avion et depuis lors il ne peut pas bouger, et quand même, tout le monde sait que ça, c'est pas de sa volonté. C'est clair qu'aujourd'hui, la stratégie du président Macky Sall, c'est qu'en 2019, qu'il n'y ait pas de candidat sérieux pouvant lui faire face. Alors, je rappelle simplement, pour ceux qui disent, oui, mais écoutez, qui peut, en 2010, à 2 ans des élections présidentielles à l'époque, personne ne pensait au président Macky Sall. Je pense qu'il faut qu'on sache raison garder. Le pouvoir, il arrivera un moment, le peuple sénégalais trouvera quelqu'un pour le remplacer. Et je suis convaincu, moi je suis très confiant. Je pense que aujourd'hui, l'erreur du pouvoir, c'est de considérer la lutte politique simplement une lutte qui concerne entre eux et les partis politiques, que le jeu politique se déroule entre les différents partis politiques. Or, c'est ce qui vote, c'est les populations qui votent. Aujourd'hui, la situation du Sénégal n'a jamais été économique, n'a jamais été aussi catastrophique. Quand vous voyez ce qui se passe en Libye, un peu partout, c'est parce que les jeunes ont perdu de l'espoir. Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes. La question de la jeunesse, à mon avis, c'est une question fondamentale. Voilà des jeunes qui sont formés, qui se retrouvent dans la rue. Qui se retrouvent dans la rue. Moi-même qui vous parle, je fus un leader du mouvement étudiant. En réalité, notre génération, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la génération du président Macky Sall, etc., c'est notre génération. Et j'ai joué un rôle, je suis membre fondateur de ce qu'on appelle la coordination des étudiants de Dakar, à l'époque avec les LHKC, etc., tous ces gens-là. Voilà. Et les mêmes problèmes qui se posaient il y a 30 ans, c'est les mêmes problèmes qui se posent. Retard dans le paiement des bourses, même les filières de formation. On va former 3000 jeunes en droit, qui sont orientés en droit, 2000 qui sont orientés. Aujourd'hui, ce n'est pas des étudiants qui sont formés dans des métiers. Ce qui fait qu'en réalité, on forme des chômeurs. À côté de ça, regardez, le ministre lui-même, il dit 60% ne réussissent pas à l'université. C'est même plus de 60%. Vous regardez ceux qui sont les déperditions dans le primaire, dans le secondaire, les gens qui n'ont pas le bac et les gens qui ne sont même pas allés à l'école. Tous ces gens-là. Mais ils font rien. Ils n'ont pas d'espoir. C'est au Sénégal qu'on voit des jeunes qui grandissent, qui ont la majorité et qui habitent toujours chez leurs parents. Aujourd'hui, il y a une situation catastrophique. Le pouvoir ne fait pas rêver.
Parce qu'un pouvoir, c'est pas de régler les problèmes, tous les problèmes tout de suite, mais que les gens se disent, la situation est difficile, mais ça va changer. On a de l'espoir. L'espoir n'est plus permis. Donc, qu'est-ce qui reste? On prend des bateaux pour aller, pour mourir ou réussir. Quand des situations comme ça se déroulent, quand vous voyez aujourd'hui dans ce pays-là, rien n'est fait. Regardez les routes, regardez l'eau, regardez la question de l'électricité, regardez la question de l'agriculture. Mais il y a des problèmes extrêmement importants. Le chantier, c'est comme une mer. Vous voyez, moi j'ai l'habitude un peu de dire, il faut qu'on fasse attention à tous ces plans, à tous ces programmes. Le président Abdou Diouf avait des programmes, euh, ajustement structurel, etc. Il y a toujours eu des programmes dans ce pays. Ce qui est important, ce n'est pas les programmes. Chacun, c'est comme quelqu'un qui construit une maison, il a un plan. Vous savez, ce qui est important, c'est ceux qui sont chargés de construire ce plan-là. Aujourd'hui, la question fondamentale, à mon avis, ce n'est pas les plans, c'est de mettre le Sénégal sur les rails. Écoutez, parce que si ceux qui sont chargés de mettre en place le plan Sénégal émergent réfléchissent de la même manière, ont les mêmes manières de faire, prenez l'administration sénégalaise. C'est le premier chantier. Allez pour régler un papier administratif. Allez dans les hôpitaux. Allez partout. Aujourd'hui, on ne sert pas les citoyens, les Sénégalais. Quand on est dans une position, on se sert. Donner un gourou, comme on dit. Donc, voilà un peu l'esprit. Donc, ceux qui sont chargés de changer les choses, s'ils réfléchissent de la même manière, aujourd'hui, l'attente, ce qu'on attendait du président Macky Sall, parce que les chantiers, tout ça là, Wad a eu beaucoup de chantiers. Je me dis même, est-ce que Wad n'a pas eu plus de chantiers que le président Macky Sall? Mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Quand vous construisez des... C'est bien de faire des routes, c'est bien de faire des forages, etc. Mais qu'est-ce que ça représente en 5 ans? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Aujourd'hui, c'est une goutte d'eau dans la mer. Là où vous pouvez impacter sur le cours des choses, c'est de changer notre manière de faire les choses. C'est de changer notre manière de conduire les choses. C'est de changer les choses réellement et de mettre le Sénégal sur les rails. Ce qui fait que on est sur les rails. Il y a des comportements qu'on devait bannir pour de bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que le président Macky Sall est venu, il a parlé d'enrichissement illicite, etc., etc. Mais ce qui révolte les gens, ce n'est pas le fait qu'il n'ait pas tenté de le faire. J'estime que ça a été une excellente chose. Mais quand dans un système, certains font, font pire que d'autres, mais parce qu'ils sont du côté du pouvoir, on les protège. Les autres, parce que c'est des adversaires, il faut les liquider. En ce moment, ce n'est plus une gestion vertueuse, c'est une gestion orientée pour combattre des adversaires et pour maintenir des alliés. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. À mon avis, le problème du Sénégal, ce n'est pas un problème de plan. Comme disent les Burkinabés, le Sénégal, c'est un bureau d'études. Quand on a besoin de plans, on vient, on prend, mais eux, ils ne font rien pour justement faire avancer les plans. Je considère que, vous prenez la question de l'emploi. Le rôle de l'État, ce n'est pas en réalité de créer de l'emploi, des emplois. L'État doit créer les conditions pour que les entreprises soient performantes, pour qu'il y ait des entreprises, les petites deviennent moyennes, les moyennes deviennent grandes, et qu'aujourd'hui, qu'il y ait, qu'il y ait de la richesse. Parce que c'est les entreprises qui créent la richesse. Alors, à ce niveau-là, mais si je vous dis qu'il n'y a même pas aujourd'hui pour les PME PMI, mais les PME PMI sont en train de disparaître. Tous les grands travaux sont en les mains des étrangers. Aujourd'hui, ce qu'on devait faire, comme dans tous les pays qui se respectent, aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller en île Maurice ou dans certains pays investir en tant qu'étranger. On va vous obliger à vous mettre avec des Sénégalais, avec des Mauriciens, par exemple, ou avec des Américains. Il y a des choses, vous ne pouvez pas le faire dans un pays. Il faut qu'on arrive à imposer aux entreprises étrangères de se mettre ensemble. Tout ce qui peut être fait ici, qu'on le fabrique ici, qu'on le fasse ici, que ce soit les services, que ce soit tout. Et qu'on crée les conditions pour, pour que les entreprises, les PME, PMI, se développent.
Les États-Unis, la base du développement américain, mais c'est les PME-PMI. À la place de ça, vous voyez la dette que l'État doit aux entreprises. Vous pensez qu'aujourd'hui, les entreprises, la capacité à recruter au niveau des entreprises s'est accrue. Au contraire, chacun cherche à réduire son personnel. Aujourd'hui, l'agriculture, même au temps de Diouf, on avait ce qu'on appelle c'est-à-dire que s'arranger pour qu'il y ait des programmes, qu'il y ait des projets pour créer des emplois, etc. Même tout ça, aujourd'hui, c'est du bluff. Qu'est-ce qui a été fait pendant 6 ans maintenant pour l'emploi des jeunes? On a des élections pour dire 2018 va être l'année de l'emploi et des jeunes. C'est des discours. Le ministre de la Jeunesse, il va organiser ce qu'on appelle les vacances citoyennes, etc., etc. Mais ce n'est pas ça qui crée les emplois. Aujourd'hui, il faut voir comment faire pour que les jeunes qui sont dans la rue, les jeunes qui sont à Sandaga, qui veulent faire quelque chose, qui veulent travailler, les gens, ils veulent faire quelque chose. Malheureusement, ils n'en ont pas les moyens. Il faut aujourd'hui appuyer les entreprises pour qu'ils recrutent, mettre des jeunes ensemble, les financer, etc. C'est de cette manière-là, favoriser un peu l'initiative privée. C'est de cette manière-là qu'on va créer des emplois. Moi, je ne crois pas. Aujourd'hui, l'administration a des limites. Il arrive un moment, c'est la saturation. C'est le secteur privé qui peut créer les emplois. Ça, aujourd'hui, la priorité, à mon avis, ça doit être l'agriculture et l'élevage. L'agriculture. Vous voyez, je donne toujours l'exemple de ce Chinois euh, qui voyageait de Dakar à Saint-Louis et brusquement qui était très furieux parce que il disait, mais il y a trop de rien dans ce pays. Quand vous regardez la nature, quand vous regardez ce qui s'y passe, on a de l'eau, on a de l'espace, on a de l'eau aussi. Et aujourd'hui, on importe tout. Le riz, tout, on l'importe. Alors, ça pose problème. L'autosuffisance alimentaire, à mon avis, il faut orienter les jeunes à retourner chez eux, à cultiver. Mais si vous dites à un jeune, vous cultivez de la même manière qu'il y a 30 ans, la, la, la daba, etc., mais ça ne marchera pas. Aujourd'hui, il y a des cultures sous serre, il y a aujourd'hui des méthodes modernes, avec tout ce que cela englobe. Aujourd'hui, par exemple, si vous regardez l'agriculture, il y a même de nouveaux métiers, il y a de nouveaux services. Alors, aujourd'hui, il faut aller vers ça. Mais même les écoles qu'on crée, on aurait pu, au lieu de former des milliers de juristes par an, former des techniciens supérieurs aptes à même accroître les capacités de ses grands-pères. Aujourd'hui, aux États-Unis, si vous allez là-bas, généralement, les écoles d'agriculture sont à côté des champs. Si quelqu'un aujourd'hui est formé, il est dans un village et il est formé pour justement accroître le rendement, aider à accroître le rendement, aider à produire plus, mais c'est évident qu'il ne va pas venir à Dakar et vendre dans la rue, à la criée, etc. Les gens n'ont pas le choix. Aujourd'hui, il y a deux pôles qui attirent les populations rurales, pardon, c'est Dakar et Touba. Dakar et Touba. Si vous regardez Dakar, le secteur informel se développe. Dans la rue, vous voyez quelqu'un qui n'a même pas 5 000 francs. Tout ce qu'il vend là, ça, si vous l'évaluez, ça ne fait même pas 5 000 francs. Ce gars, si vous regardez même le développement des transferts d'argent, etc., c'est parce que les gens, c'est des attitudes de survie. Ils vendent, ils envoient tout de suite la dépense quotidienne, le lendemain, ils recommencent. Donc, c'est le day-to-day. Les gens se battent au quotidien pour survivre. Mais ces gens-là, je suis convaincu qu'il y a des solutions aujourd'hui. Si on arrive à les capter, à les organiser, pour qu'ils puissent même aider, à les former, pour qu'ils puissent même aider leurs parents chez eux, je suis sûr qu'ils ne seraient pas à Dakar. Le génie sénégalais. Hier, j'étais à Sandaga, j'avais un iPad qui était bloqué, mais je vois un Sénégalais qui l'a appris de nulle part, qui vous ouvre l'iPad, qui vous répare l'iPad. Mais
Le génie, il est extraordinaire. Et je rigolais, je lui disais, je suis convaincu que les Chinois, s'ils venaient là, c'est ce qui fabriquent le téléphone ou l'iPad, mais ils seraient impressionnés. Des gens qui n'ont jamais fait l'école, mais qui ont un savoir-faire, un génie tel que, un génie créateur. Nous avons un peuple extraordinaire. Malheureusement, qui veut travailler, qui n'est pas fainéant du tout. Malheureusement, malheureusement, ils n'ont pas, il appartient à l'État pas de les recruter, mais de créer les conditions pour qu'ils puissent faire quelque chose. Le rôle de l'État, c'est pas de créer de la richesse, c'est de créer les conditions pour que d'autres créent de la richesse, pour en faire bénéficier à leurs jeunes, à leur population, à leur terroir. C'est ça le rôle de l'État. Malheureusement, on fait cette confusion-là. On pense que l'État doit tout faire. L'État doit créer les conditions pour que les gens travaillent bien et gagnent bien leur vie. C'est ça le rôle de l'État, à mon avis.